Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, comme on dit dans le métier. Je vous explique rapidement pourquoi. À la base, j'avais prévu qu'il n'y ait pas de vidéo aujourd'hui. J'avais prévu de faire un hiatus en juillet, puis j'allais faire un petit post sur l'onglet communauté YouTube, sur Twitter, etc. pour dire pas de vidéo cette semaine, désolé, mais bon voilà, c'est les vacances et puis il faut que je prépare les vidéos d'après. Mais vous inquiétez pas, hein, cela dit, il y aura toujours 24 vidéos minimum cette année, hein, ça ne change rien. C'était prévu. Mais entre-temps, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit que j'allais quand même sortir une vidéo. Et donc, ce qui la rend spéciale, c'est que c'est pas une vidéo de moi. En fait, ce que vous allez voir à la suite de cette introduction-là, ce sont deux vidéos réalisées par deux créateurs, un créateur et une créatrice en l'occurrence, que vous connaissez peut-être. Si ça se trouve, vous avez déjà vu ces vidéos, mais si vous ne les avez pas vues, je vous invite vraiment à les voir, ce sont de belles vidéos. Donc il y a d'abord une vidéo de la chaîne Matador, qui est une chaîne qui parle principalement, mais pas uniquement, de maths et d'histoire des maths. Et ensuite, il y aura une vidéo de Valentine de Sciences de Comptoir, donc qui parlera de géologie, parce que c'est de ça dont elle parle principalement. Pourquoi ces deux chaînes? D'abord parce que j'estime que c'est deux chaînes qui sont de grande qualité, qui méritent beaucoup plus de visibilité qu'elles n'en ont aujourd'hui, donc si ça peut permettre de leur donner un coup de pouce, tant mieux. Ensuite, je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, mais Valentine, donc Sciences de Comptoir, s'est fait pirater son compte YouTube il y a quelques jours, et pendant 8 jours, sa chaîne était down. Et donc voilà, comme maintenant la chaîne est à nouveau disponible, c'est l'occasion de relancer un peu la machine algorithmique. Donc voilà, donc dans la description, vous trouverez uniquement des liens vers les deux chaînes. Encore une fois, je vous invite vraiment à jouer le jeu et à regarder ces vidéos si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas les chaînes ou si vous n'avez pas vu juste ces vidéos-là. Et ensuite, à vous rendre et à vous abonner sur leur chaîne. C'est important qu'on montre que ça marche, en fait. Qu'on montre que le fait de faire ça, ça donne envie, que peut-être ça va créer des émules, peut-être que d'autres vont aussi faire ça, pour donner de la visibilité à d'autres chaînes. Évidemment, alors, précision absurde, mais je le dis quand même, évidemment, cette vidéo-ci, là, que vous regardez, n'est pas monétisée. Je ne vais pas en plus me faire de l'argent sur le dos d'autres créateurs. Juste, donc... n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voyez passer une pub, parce que ce ne sera pas normal du tout. Dernier truc, et puis je vous laisse avec les créateurs en question. Voilà, c'est un petit warning, je vous le dis. J'en ai discuté avec Valentine, hein, c'est même elle qui m'a alerté là-dessus. Voilà. Valentine, dans ses vidéos, elle fait parfois des blagues qui peuvent être un peu trash, qui peuvent être un peu hardcore, qui peuvent être un peu violentes. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Si vous avez du mal avec l'humour un peu raide, un peu vraiment très raide, parce qu'en plus dans la vidéo en question, il y en a une quasi d'emblée, voilà. Donc, si vous avez du mal avec l'humour très très raide, allez sur sa chaîne et regardez une autre vidéo éventuellement. Voilà. Portez-vous bien et à bientôt. Parmi les phénomènes les plus intrigants qu'il nous soit donné d'observer, la germination d'une graine reste l'un des plus fascinants. Température, taux d'humidité, d'oxygénation, comment ne pas s'émerveiller de toutes ces conditions initiales nécessaires pour qu'une graine germe correctement et se développe en un organisme autonome qui vivra sa propre vie indépendamment de la personne qui a semé cette graine. Et que dire de ces situations où cette personne n'a même pas conscience qu'elle est sur le point de semer une graine qui changera le cours d'une vie à jamais? C'est précisément ce qui s'est déroulé le 11 août 1999, dans la campagne de Vuštri, au Kosovo. Depuis quelques jours, tout le pays ne parle que de ça. Ce dimanche, une éclipse solaire est annoncée. Partout, les craintes et les superstitions liées à ce phénomène rarissime se propagent. Mais loin de ses croyances irrationnelles dans sa petite ferme isolée, Ahmet Hisseni appelle sa petite fille de 4 ans, prend un grand seau, le remplit d'eau et lui propose alors d'observer le soleil en toute sécurité via ses reflets à la surface. À l'heure prévue, le spectacle est au rendez-vous et la petite Pranvera observe l'éclipse avec des yeux émerveillés. Ce grand-père prévenant est loin de le savoir, mais à cet instant précis, il vient de planter une graine qui ne cessera de germer chez sa petite fille et qui l'amènera directement jusque dans les couloirs de la NASA.
plus tard, Pranvera Iseni ferme son ordinateur, abasourdi. Une nouvelle, excellente nouvelle par ailleurs, lui donne le tournis. Elle, qui vient de nulle part, qui a grandi dans une campagne reculée et qui a passé les premières années de sa vie à voir les hommes s'entretuer autour d'elle, se sent brusquement envahie de bienveillance. Elle lève les yeux au ciel et repense à toutes les épreuves qu'une jeune adolescente de 16 ans ne devrait pourtant pas avoir à vivre. En premier lieu, la guerre. Le conflit qui opposait l'armée yougoslave à l'armée de libération du Kosovo voit son achèvement le 11 juin 1999 avec l'intervention de l'OTAN. C'est donc dans la peur et les bombes que la petite Pranvera devrait grandir dans un après-guerre, dont le bilan humain s'élève à plus de 13 000 victimes entre 1998 et 2000. Le deuil, ensuite, avec la perte de cette figure de proue qu'était son grand-père, emporté par un cancer lorsqu'elle avait 8 ans seulement. Ce grand-père qu'elle aimait tant et dont elle dira plus tard qu'il était et sera toujours son héros. Ainsi qu'un deuxième deuil tout aussi violent, puisqu'elle perd l'une de ses sœurs dans un terrible incendie. Alors, contre vents et marées, Pranvera s'accroche, et en 2011, malgré ce passé douloureux, elle est devenue une adolescente somme toute assez classique. Grâce à l'ordinateur du lycée, elle met en ligne sur la nouvelle plateforme de vidéo appelée YouTube des petites créations dans lesquelles elle s'amuse à jouer la comédie avec des amis, voire à les réaliser. Ces mini-courts-métrages n'éludent malgré tout pas la passion qui la dévore et qui n'a fait qu'augmenter depuis cette fameuse éclipse de 1999, l'astronomie. Un domaine qui brille par son absence au Kosovo. Aucun observatoire dans le pays, aucun représentant, pas de ressources dans les bibliothèques. Et pourtant, c'est une passion qu'elle compte bien transmettre. À cet effet, depuis plusieurs mois maintenant, elle s'est créée une page Facebook qu'elle alimente avec assiduité de ses observations, des actualités astronomiques et de quelques montages qui témoignent de son envie de s'engager dans ce monde. Peu à peu, la page s'étoffe et la jeune fille devient de plus en plus suivie sur les réseaux. Jusqu'à ce jour de 2011 donc, où elle éteint son ordinateur, un peu décontenancée par la nouvelle incroyable qu'elle vient d'apprendre. Un admirateur croate, lui-même astronome amateur, lui propose de lui offrir purement et simplement un télescope. À partir de cet instant, elle comprend que cette communauté qu'elle a patiemment construite la soutient réellement dans son projet de diffuser l'astronomie autour d'elle. Décidant de faire honneur à ce cadeau inestimable, sa décision est prise. Elle parcourra les écoles de tout le pays, une par une s'il le faut, et armée de ce précieux télescope, fera découvrir l'astronomie à un maximum d'enfants. Et c'est ainsi que de 2011 à 2015, elle n'aura de cesse de tenter d'amener l'astronomie dans les salles de classe, allant parfois jusqu'à former les professeurs aux observations. Seulement, un problème de taille se pose lorsqu'elle réfléchit à la façon de se former elle-même. Lorsqu'elle parcourt les documents relatifs à cette discipline, elle s'aperçoit qu'il n'existe absolument aucun magazine, aucun site internet ni aucun livre, bref, aucune ressource dans sa langue, l'albanais. Qu'à cela ne tienne, du haut de ses 16 ans, elle décide d'apprendre l'anglais en autodidacte, avec comme seul objectif de réussir à comprendre les différentes publications relatives à sa passion. Et en quelques mois, le résultat est là. Sa maîtrise de la langue est telle qu'elle peut prendre contact plus facilement avec des représentants étrangers. Ajoutons à cela le tissage culturel qu'elle a patiemment confectionné dans toutes les écoles dans lesquelles elle est intervenue en traversant le pays, et on arrive alors à la même conclusion que celle à laquelle elle était parvenue à l'époque. Et si elle créait une association pour porter son projet et relier officiellement toutes ces personnes qu'elle avait converties ? Pran, comme elle aime qu'on l'appelle, crée alors l'Astronomy Research of Kosovo, le premier club d'astronomie du pays. Nous sommes en 2015, elle a 18 ans. Outre le fait de donner un cadre administratif à ses actions dans les écoles qu'elle poursuit plus que jamais, l'activité principale de ce club consiste dans l'organisation d'événements de sensibilisation à l'astronomie dans différentes villes. Adhérent par adhérent, armée de sa seule patience et de sa grande passion, elle rassemble autour d'elle une communauté grandissante. En 2 ans, l'AOK compte désormais une centaine de membres, autant de personnes qui n'avaient parfois jamais entendu parler d'astronomie 1 an auparavant. Et déjà, Pranvera nourrit secrètement un rêve totalement inaccessible, mener son association si haut qu'il en aboutira à la construction du premier observatoire et planétarium au Kosovo.
En 2015, un événement plus que symbolique pour Pran est annoncé dans tout le pays. Le 20 mars prochain, une éclipse solaire est annoncée. Évidemment, pas question pour elle de la contempler seule en se tournant les pouces. Elle organise alors des séances d'observation en pleine rue de Pristina, la capitale du Kosovo. L'association AOK bénéficie alors d'une tribune inespérée et pendant toute la journée, les rencontres vont s'enchaîner pour Pran. Le public est au rendez-vous, l'intérêt des gens est évident et Pran montre là encore sa faculté incomparable de transmettre ses connaissances. Parmi les moments marquants de cette journée, c'est entre autres là qu'elle fera connaissance avec quelqu'un qui comptera beaucoup dans la suite de cette histoire, un certain Milem Rushiti. Suite à cet investissement indéfectible pendant de nombreux mois, l'effet boule de neige se poursuit lorsque le ministère de l'Éducation nationale prend contact avec elle afin de lui commander le développement d'un programme d'astronomie destiné à être utilisé dans toutes les écoles du Kosovo. Évidemment, elle prend cette tâche très au sérieux, allant encore une fois jusqu'à former les enseignants aux observations, grâce notamment à des télescopes offerts par la société allemande GIZ. Mais la graine semée par Ahmet Hisseni en 1999 n'en était alors qu'à ses débuts de germination. Car au-delà du fait que le nom de Pranvera Hisseni devenait connu dans tout son pays, sa renommée commença peu à peu à traverser les frontières, se répandant de club d'astronomie en club d'astronomie. Tant et si bien que rapidement, dans toute l'Europe, une nouvelle se répandait peu à peu. Une jeune Kosovarde de 18 ans était en train de convertir son pays à l'astronomie. Seule représentante de cette discipline au Kosovo, on commence donc à l'inviter pour des conférences en Italie, en Suisse ou au festival Sunday en Australie. Fidèle à ses habitudes, Pranvera profite de tous ses voyages pour visiter également de nombreux sites astronomiques et tisser encore et toujours du lien dans la communauté. C'est ainsi qu'à elle seule, elle établit un réseau mondial d'astronomes amateurs et professionnels. C'est en 2017 qu'elle reçoit un appel qui changera le cours de son existence. Robert Reeves, le célèbre astronome américain, lui propose de faire un discours lors de la convention scientifique Texas Star Party. Elle effectue alors son premier discours en anglais et enchaîne sur une longue série de visites à travers les États-Unis, organisées pour elle par les astronomes. Un périple qui se terminera en beauté par la visite du mythique Centre spatial Kennedy en Floride. Et alors qu'elle a plutôt l'habitude de parler devant un public de néophytes à qui elle fait partager sa passion, elle devra maintenant se résoudre à cette nouvelle à la fois excitante et effrayante, échanger avec des astronomes professionnels de la NASA. Nous sommes en 2017, la graine semée par son grand-père a définitivement germé et la plante amorce son irrésistible croissance. La réaction en chaîne, consécutive au travail titanesque qu'elle a effectué pendant des années, était inévitable. Tout d'abord, le Charlie Bates Solar Astronomy Project, le plus grand programme mondial de sensibilisation à l'astronomie solaire, la désigne comme représentante officielle de la succursale du Kosovo. Elle reçoit ensuite le prix 24 Under 24, décerné par la Ligue astronomique pour son programme « Les petites choses font de grandes différences ». Et comble de la reconnaissance, un astéroïde est officiellement baptisé du nom de 45687 Pranvera Hisseni, en son honneur. Pour la première fois de l'histoire de son pays, un astre porte officiellement le nom d'une habitante du Kosovo. Et pourtant, la plus belle de toutes les récompenses restait encore à venir pour Pranvera, alors âgée de seulement 18 ans. Car à son retour, elle est convoquée par le gouvernement kosovar pour une réunion de réflexion autour d'un mystérieux projet. La jeune femme se rend au ministère et apprend alors la volonté du gouvernement de la nommer coordinatrice de la construction du premier observatoire et planétarium du pays. Le rêve secret qu'elle nourrissait à la création de l'astronomie à Autriche-Kosovo est en train de devenir réalité. Dès lors, évidemment, son investissement dans ce projet sera sans limite. Mais alors que le projet est pourtant officiellement validé, le gouvernement annonce un retard dans le déblocage des fonds. Le décalage de 7 mois pousse Pranvera à l'organisation d'une manifestation sur les marches du ministère de l'Éducation, des Sciences et des Technologies. Elle obtiendra gain de cause et les fonds seront débloqués par la suite.
Et pendant que les prix continuent de tomber dans l'année 2019, avec notamment le prix Master Outreach de la Ligue astronomique, ou encore le prix Michael Reynolds de l'association Lunar and Planetary Observers, elle obtient également une opportunité pour effectuer son master en planétologie à l'Université de Californie, Santa Cruz. C'est aussi là-bas qu'elle passera sa thèse sur les astéroïdes, météorites et petites planètes. Car oui, on a tendance à l'oublier, mais toutes ces activités étaient réalisées sur son temps libre, en complément de son statut d'étudiante. À son départ du Kosovo pour les États-Unis, il lui faudra pourtant se résigner à un acte à la fois symbolique mais nécessaire. Laisser la présidence de sa structure, l'Astronomy Outreach of Kosovo, qu'elle continuera évidemment de soutenir à distance. Son successeur n'est autre que son ami, Milheim Rushiti, rencontré lors de l'éclipse de 2015 pendant l'un des premiers événements publics de l'association. Elle lui laisse une structure qu'elle a portée à bout de bras, qui a démarré avec quelques amis seulement et qui touche maintenant environ 25 000 personnes par an, avec un projet gouvernemental d'observatoire astronomique à la clé. Et tout ça en moins de 8 ans d'activité. À l'heure où je tape ces quelques lignes, en novembre 2023, l'observatoire est désormais achevé et son ouverture est prévue pour mai 2024. Toute l'équipe de l'Astronomy Outreach of Kosovo est mobilisée. Milheim Rushiti est en premier lieu, qui n'hésitera pas à faire don de son propre terrain pour y accueillir l'observatoire. Quant à Pranvera, elle continue d'en faire régulièrement la promotion sur les réseaux sociaux, comme elle l'a toujours fait depuis son plus jeune âge. Alors bravo, Madame Isseni. Bravo pour tout ce que vous avez réalisé pour votre pays. Bravo également pour ces choses dont je n'ai même pas pu parler dans ma vidéo, comme la découverte d'un astéroïde en 2021, ou encore l'organisation de la première convention internationale sur l'astronomie et les sciences planétaires au Kosovo. Rendons-nous compte, vous avez réalisé tant d'actions pour l'astronomie mondiale qu'il est d'ores et déjà difficile de toutes les résumer, à seulement 28 ans. Parti d'une ferme reculée dans la campagne de Pristina, vous avez fait tomber un par un tous les murs qui vous séparaient de vos objectifs, montrant au passage que la passion est le seul moteur de l'humanité, reléguant au vestiaire l'isolement géographique ou l'argent qui n'ont été que des détails balayés par votre vocation et votre enthousiasme. I would have never believed that. So, I just want to thank everybody for helping me to do this trip. Madame Isseni, vous avez magnifiquement fait germer cette graine que votre grand-père avait semée ce jour-là. Et vous avez eu la formidable humanité de la démultiplier, en la semant à votre tour chez des milliers et des milliers d'autres personnes, qui sont désormais reliées par un fil invisible. La dévotion de celle dont le nom, Pranvera Isseni, est encore beaucoup trop peu connu du grand public et qu'il nous appartient de faire connaître autour de nous. À sa modeste hauteur, puisse cette vidéo y contribuer. Y a-t-il de l'eau sur Mars? Oui, c'est pas du tout un scoop, mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est quel goût elle a cette eau? Figurez-vous que grâce à NordVPN, j'ai pu envoyer ma sœur jumelle morte sur place. Elle est en duplex avec nous. Fiona, où es-tu en ce moment? Que vois-tu autour de toi? Merci pour ce reportage immersif au plus près de l'action. Le temps que tu es à Marsis, on va se préparer à te téléguider sur place et pour ça, on doit savoir où il y a de l'eau sur Mars et sous quelle forme. Et croyez-moi, on sera pas trop de deux. Alors j'appelle mon faf de l'astronomie préféré, le regretté Point Genius. PH, merci, bonjour d'être avec nous. Qu'est-ce que je fous là, moi? Messieurs, dames, et surtout mesdames. Salut, mais c'était PH que je... Non mais t'inquiète, nous on est vendus en pack. Hein. Et moi, t'as qu'à me considérer comme l'échantillon gratuit. Et d'ailleurs, si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Ouh, je sens que ma monétisation va pas s'en relever de tout ça. Comme Philippe Croison.
Ah non, non, oui, alors non, ça c'est Samuel Paty. Donc, Mars, l'eau, où et dans quelle étagère? Alors déjà, à ma connaissance, on n'a pas vraiment trouvé d'eau liquide à la surface de Mars, sauf là, mais ça compte pas vraiment. C'est physiquement impossible d'avoir de l'eau liquide en surface. Aujourd'hui, l'atmosphère martienne est tellement ténue, la pression atmosphérique y est si faible que l'eau solide se sublime directement. Ça fait glace-vapeur et vapeur-glace sans passer par la gaz liquide. Sans passer par la case liquide. Ah, je crois que Fiona vient de toucher le régolithe. Et oui, la voilà qui tente de goûter l'air. Oui, et effectivement, oui, il y a de la vapeur d'eau dans le peu d'air qui flotte sur Mars, mais pas beaucoup, hein. On est sur 0,03%, c'est quasi homéopathique. L'atmosphère martienne est 100 fois moins humide que la nôtre. Comment, Fiona, qu'essaies-tu de nous dire? Mais je sais pas d'où il vient, moi, ce goût acide et aigre qui picote la langue. Peut-être juste que t'as vu pH et ça te donne des remontées acides? Ah oui, c'est le CO2, ça. L'atmosphère martienne, on est composé à 96%, hein. C'est hyper toxique pour nous. Heureusement qu'elle est déjà morte, hein. Sinon ça l'aurait achevé. Bon, ok, l'atmosphère pas idéale pour goûter l'eau, continuons. Fiona, est-ce que tu... oui, t'as raison, l'eau se cache aussi dans certains minéraux comme les argiles sur lesquels tu te situes, car voyez-vous, au départ sur Mars, on a une roche volcanique, du basalte. Mais au contact de l'eau ou de certains gaz atmosphériques, le basalte va se faire altérer la mouille. Ça nous crée toute une ribambelle des minéraux dont certains vont piéger l'eau en leur sein, c'est des minéraux hydratés. C'est comme ça qu'on obtient notamment des argiles, ces feuillets microscopiques entre lesquels circulent des molécules comme l'eau. Un millefeuille interdit. Notre eau est donc aussi là, retenue prisonnière à l'intérieur même de certains cailloux martiens. C'est la Florence Aubenas géologie. Et si on veut goûter cette eau, l'éternelle conclusion s'impose. Lécher les cailloux? Lécher les cailloux. Qu'est-ce que je fous là, moi, déjà? Alors Fiona, cette dégustation, elles ont quel goût ces argiles-là? Un goût salé? Oui, pourquoi pas. Je continue à penser que la vue de pH t'influence, mais continuons. En route, on t'a envoyé le point GPS de la prochaine destination. Oh, c'est mal joué. Fiona, tout va bien? Faut bouger, là. Peut-être qu'elle est bien ici. Peut-être qu'elle est morte. Ou elle a encore un truc à nous montrer. D'ailleurs, moi aussi j'ai un petit truc à vous montrer. Bien vu Fiona, il y a aussi de l'eau sous le sol martien, ça forme des sols gelés, l'équivalent de nos permafrost, pergélisol en bon français, sauf qu'on n'y retrouve pas des mammouths dans ceux-là. Cette glace cachée, ce sera un gros réservoir en plus, hein. Peut-être même le plus gros de la planète. On pense plus de 5 millions de kilomètres cubes en tout. Et heureusement qu'elle est cachée, hein, cette glace. La fine couche de cailloux qui la recouvre, c'est tout ce qui l'empêche de se faire sublimer la tronche par les rayons du soleil. Ah, ça y est, tu décides à participer? Ouais, je me dis foutu pour foutu. Et ouais, donc il y en a des choses hein, sous ce régolithe. Il y aura même des lacs gelés au milieu de cratères et des glaciers. Bon, faut les deviner sous la couche de poussière, hein, mais il y a certains indices qui n'échappent pas à l'œil avisé du géologue. Regardez-moi cette langue glaciaire. Et ces moraines. Là, c'est de la bouillabaisse pour les papilles. Une moraine, c'est une bande de cailloux qui s'est fait racler par un glacier et qui surfe devant lui ou sur les côtés au fur et à mesure de son avancée. Et quand le géant blanc se retire... Ah, ça parle de moi? Ça laisse ces petits tas de cailloux tous bien alignés. Non, mais ça, le médecin m'a dit que c'était bénin, vous inquiétez pas. Et sur la planète rouge, donc, on trouve à la fois des traces d'anciens glaciers aujourd'hui disparus et des glaciers actuels. Je voudrais pas vous interrompre, mais Fiona, elle bouge pas du tout depuis tout à l'heure, hein. Elle va bien? Peut-être qu'elle arrive pas à gratter le sol pour atteindre la glace, là. Elle a l'air de galérer, non? Bon, ouais, ben... Bon, c'est pas grave. Fiona, si tu nous entends, tu peux aller tout de suite au pôle Nord, c'est le plus important. On te rejoint là-bas. Et oui, Jamel, car sur Mars comme sur Terre, il y a beaucoup de glace au niveau des pôles. Et comme chez nous, le volume des calottes polaires va varier en fonction de la saison. Mais sur Mars, c'est un peu plus rigolo comme phénomène, parce qu'il n'y a pas que de la glace d'eau, il y a aussi de la glace de carbone. De la glace de carbone? Eh bien oui. Je m'explique. En hiver au pôle, c'est la nuit tous les jours et ça caille sec jusqu'à moins 125 degrés, ce qui fait qu'environ le tiers du CO2 de l'atmosphère martienne se condense pour donner de la glace carbonique. Du CO2 à l'état solide. Le tiers, c'est pas rien, hein, vu que rappelez-vous, 96% de l'atmosphère martienne, c'est du CO2. Et donc, cette glace carbonique se mélange aux calottes polaires et augmente leur volume d'1 à 2 mètres d'épaisseur, hein, quand même. Pour l'anecdote, je suis née en 89. Ce grand remue-ménage d'hiver a deux conséquences. D'une part, ça fait diminuer la pression atmosphérique au niveau du sol, vu qu'il y a beaucoup moins de molécules dans l'air. Oui, vous avez bien entendu, sur Mars, la pression atmosphérique n'est pas la même en été et en hiver. Je trouve ça fou. Et d'autre part, ça va même jusqu'à modifier un tout petit peu le champ gravitationnel de Mars en changeant la distribution des masses à sa surface. Si vous voulez en savoir plus sur le champ de gravité, les géoïdes, tout ça, c'est votre jour de chance. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà pour l'hiver. En été, il fait un peu plus chaud, les calottes sont cuites, la glace carbonique se sublime et rejoint l'atmosphère. La calotte polaire n'est plus que de la glace d'eau, enfin au pôle Nord, hein, parce qu'au pôle Sud, il fait assez froid même en été pour qu'il reste toujours un petit mélange des deux. Ce qui est assez cool, c'est que ces changements saisonniers créent tout un cycle de l'eau sur la planète rouge. Ça fait même naître du givre autour des pôles et des cirrus dans le ciel martien. Voilà qui vous fait une belle jambe. Je confirme, elle est douce et soyeuse grâce à NordVPN. Plus tard. Oh les cagades que tu me fais faire.
Là, vous voyez des images des deux calottes prises en été. En volume, elles contiennent 2 fois moins d'eau que le Groenland à titre de comparaison. 2 fois moins chacune, du coup. J'ai pas compris la vanne. Non, mais on peut pas forcer les vulgarisateurs à avoir du talent. T'inquiète ma poule, je prends le relais. Un détail cool sur ces calottes, si on regarde bien, on voit des dessins en forme de spirale à leur surface. C'est des ravins creusés par les vents qui ont dévalé la pente du glacier. On appelle ça des vents catabatiques. L'air directement au-dessus de la calotte se refroidit, du coup il devient plus dense, ce qui... c'est pas la bonne police, j'arrive pas à lire. Oui, c'est la faute de la police, tout ça, bien sûr. L'air directement au-dessus de la glace se refroidit, du coup il devient plus dense que ce qu'il y a autour et va naturellement dévaler la pente sous l'effet de la gravité. Du vent dont les vidéos de Valentine sont remplies. Et alors pourquoi les spirales? Eh ben ça, c'est à cause de la force de Coriolis. Patrick de Coriolis. Vous savez, cette force-là qui est due à la rotation de la planète et qui fait vriller les ouragans sur Terre par exemple. Et ben là, cette force de Coriolis donne un petit spin à nos vents catabatiques et au lieu de descendre tout droit, il dessine des spirales. En d'autres termes, ces spirales matérialisent la force de Coriolis. Cool ou pas cool? Rien compris. Ah bah moi j'ai arrêté d'écouter de toute façon. Bon bref, tout ça pour dire qu'il y a de l'eau au pôle. D'ailleurs, on y retrouve tout de suite notre envoyée spatiale en direct du pôle Nord pour qu'elle nous y goûte le barda. Ah oui, Prums. Fiona, t'es-tu arrivée? As-tu vu le vénérable du sommet? Ouh la tête, ça a pas l'air très bon ce que tu manges là. Ça croustille, tu dis? Ah mais c'est normal ça, parce que la glace elle est pas propre, elle est pleine de poussière et de cailloux. Cette calotte polaire en fait c'est une accumulation de couches de glace et de poussière dues aux tempêtes de sable qui agitent régulièrement la surface de Martiel. Ce coup-là c'est un tiramisu interdit. Un tiramisu de 2 km d'épaisseur, hein, faut avoir faim. D'ailleurs, les chercheurs s'y intéressent pas mal pour étudier le climat, un peu comme on lit les cernes du bois, là notamment grâce le remix. Là, grâce notamment aux imageurs embarqués sur les sondes, ils regardent ces dépôts en couches successives pour reconstituer le climat martien sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Oui, il y a des changements climatiques sur Mars aussi, et non, ce coup-là, ça n'a rien à voir avec Taylor Swift. Taylor Swift. Mais plutôt avec l'inclinaison, notamment de l'axe de rotation de la planète. Et ça influe sur la manière dont l'astre reçoit les rayons du soleil, et donc sur le climat. Ce qui est aussi valable sur Terre, hein, entre parenthèses. Bon, mais du coup, la glace du pôle Nord martien, c'est de l'eau qui pique à cause de la glace carbonique et qui croque sous la dent à cause de la poussière. Ouais, peut-être moyen que je fasse un truc avec. Je vous laisse les rênes de la chaîne, j'en ai pas pour longtemps. Ah bah tiens, c'est super, je vais en profiter pour vous faire un petit PowerPoint sur Vierzon, son charme, ses atouts, ses coups de cœur. Ah mais faut pas déconner quand même, on va pas torpiller sa chaîne, à défaut de pouvoir la torpiller elle. Et il y a quand même un truc qu'elle vous a dit qui me paraît un peu bizarre. Comme quoi qu'il y aurait soi-disant pas d'eau liquide sur Mars. C'est de la connerie ça. Alors, il n'y a pas d'océan peut-être, mais d'une, on pense qu'il y en a déjà eu un. Et de deux, il y a quand même quelques indices qui montrent qu'il y aurait quand même peut-être de l'eau sur Mars, sauf qu'on l'a juste pas encore détecté. Pareil pour le cerveau de pH, il y a quelques indices qui montrent qu'il pourrait y avoir un peu d'intelligence, mais on l'a pas encore détecté non plus. Mais non, c'est chiant. Bon, viens, on lit Mein Kampf en ASMR plutôt. Ah, c'est tentant, mais non. Les indices qu'il y aurait peut-être de l'eau sur Mars? Alors, premièrement, il y a Mars Reconnaissance Orbiter qui a détecté des structures qui ressembleraient un peu à des dégoulinades de liquide et qui se passent que en été. On les appelle les écoulements saisonniers, mesdames, sur les pentes chaudes de Mars. Mars, c'est le surnom de ma femme. Ah oui, ok, je comprends mieux pourquoi tu voulais parler de ça. Et dans ces chenaux, ils auraient trouvé des traces de saumure. Des saumons? Tout à fait, des saumures, de l'eau liquide sursaturée en sel, qui pourraient en théorie persister quelques heures à la surface de Mars avant de s'évaporer. C'est même Curiosity qui a aidé à les détecter, ces machins là. Ah, c'est parce qu'il était curieux, il a fait preuve de curiosité. Je te fais tellement pas confiance que des merdes comme ça, je suis sûr que tu vas les mettre dans ta vidéo. Mais je croyais que c'était impossible d'avoir de l'eau liquide à la surface de Mars. Oui, mais là c'est de l'eau salée, ça modifie la physique du machin, ça baisse son point de congélation. Ce qui permet de fondre la glace pour obtenir de l'eau liquide métastable. Au lieu d'être solide, elle est liquide grâce au sel. C'est un peu comme quand on scelle les routes en hiver, bah c'est pour que l'eau liquide ne se transforme pas en eau liquide. Enfin, en eau, c'est pour que ça fasse pas une patinoire, c'est pour qu'on glisse pas, t'as compris. Alors on n'est pas sûr qu'il y ait un lien entre ces saumures et puis les traces de dégoulinade dont on parlait, mais si c'est le cas, il en faudrait quand même une sacrée quantité, assez pour pouvoir dévaler une pente de parfois 100 mètres. Bon après, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein. Moi par exemple, je suis pas d'accord. Ces écoulements pourraient être dus à un coulis de CO2 liquide et pas d'eau. Ou alors c'est juste des éboulements sans qu'il y ait du liquide impliqué dans l'affaire. Donc c'est pas sûr, mais c'est pas sûr non plus. Ouais, c'est pas beaucoup plus clair qu'avant, hein. Faut vraiment que je vous apprenne votre métier, c'est plus possible. Un autre truc, c'est que tu peux... Audio Jungle. Ah bah oui, non, c'est pour vous avertir que votre période d'essai est terminée. Du coup, là, je garantis plus rien, il peut se passer des trucs bizarres. Un échantillon gratuit. Donc je disais, un autre truc cool, en 2020, on a découvert par imagerie radar des anomalies près du pôle sud qui pourraient faire penser à des lacs d'eau salée sous une bonne couche de glace. Sauf que ça fait encore débat parce que si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais bon, on est d'accord, l'eau liquide est pas proprement parlée à la surface de Mars, mais peut-être qu'elle serait quand même là, sur Mars ou sous Mars. Et en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y en a là,
Mais il y a peut-être encore ailleurs, sauf que ça, on le sait pas encore. Tu sais, plutôt que d'attendre l'émission, que les chercheurs dépiotent les résultats, tout ça, il suffit de poser la question à notre correspondante en région. Fiona, toi qui as parcouru la planète, t'en as croisé de l'eau liquide ? Oh, non, 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 non. Bah super, merci Fiona, voilà encore un mystère de résolu. Ah oui, là vraiment je me coucherais moins con. Moi. Me revoilà, ça y est, je lance mon produit dérivé. J'ai fabriqué ma propre eau martienne, c'est un mélange d'un peu tout ce qu'a pu goûter Fiona. Des cristaux de glace, des sels minéraux et un soupçon de poussière enrichi au CO2 de la source. La fontaine martienne, ça croustille. Précommandez dès aujourd'hui sur notre site internet. T'es sûr que c'est alimentaire ? J'ai jamais dit que ça l'était, vous parliez de quoi? De l'eau liquide sur Mars. Ah mais ouais, même que dans le passé c'était peut-être une planète bleue. Enfin il y a pas mal de traces qui vont dans ce sens en tout cas. Rien que la présence de minéraux hydratés comme nos argiles au début, c'est sans doute un signe qu'il y a eu de l'eau liquide à un moment. En l'occurrence il y a 3 milliards et demi d'années avant le père Fouras. Et puis il y a aussi toutes ces structures qui sur Terre se forment grâce à l'eau. Des canyons, des deltas, des lacs asséchés. Et même, j'en parlais un peu tout à l'heure, si on relie les différents deltas qu'on trouve sur Mars, on se rend compte qu'il y aurait peut-être eu un océan qui couvrait plus du tiers de la surface de la planète. Il remonterait à 3 milliards et demi d'années, donc à peu près quand tes argiles sont apparues. Ça reste une hypothèse, mais effectivement, ça serait un peu cool. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe d'une majestueuse planète bleue à une espèce de déchet tout sec et tout rouge comme PH en été? Est-ce que les petits hommes verts étaient comme nous, ils ont cramé leur planète, ils prenaient leur jet privé pour aller chercher le pain, manger de la viande à tous les repas et participer aux The Event pour se donner bonne conscience? Bah non, justement. Le problème sur Mars, c'est pas qu'il y a eu trop de CO2, c'est qu'il y en avait plus assez. La planète rouge est plus petite que la nôtre, elle s'est donc fatiguée plus vite. Son activité volcanique s'est peu à peu réduite, ces volcans ont craché de moins en moins de CO2 dans l'atmosphère, et comme c'est le principal constituant de l'air sur Mars, l'atmosphère s'est tout simplement évaporée petit à petit, comme mon ex. La pression atmosphérique s'est réduite, et l'effet de serre aussi. Du coup, le climat s'est refroidi, et les conditions physiques ne permettaient plus à l'eau de se maintenir à l'état liquide. Sans doute qu'une majeure partie de l'eau martienne s'est volatilisée dans l'espace, et le reste est resté coincé dans ces différents réservoirs. Ses sols, son sous-sol, ses glaciers et ses calottes polaires. Ah, il y a Fiona qui te pose une question, je crois. Oui, Fiona? Pourquoi on t'a envoyé là-haut? C'est pour connaître le goût de l'eau martienne, on l'a dit au début. La vraie question qui se cache derrière, c'est quand même, d'une part, est-ce qu'il y a de l'eau dispo pour nous sur Mars? Auquel cas, elle nous fournirait les glaçons pour le pastis si on montait une colonie humaine là-bas. Ou bien nous permettrait de faire le plein de flotte au stand avant d'aller explorer l'espace. Et l'autre question, certes un peu secondaire qu'on se pose, c'est y a-t-il ou y a-t-il eu de la vie là-bas? Oui, parce que si vous n'avez pas remarqué, sur Terre, la vie est étroitement liée à la présence d'eau. Alors, on cherche un petit peu le même genre de lieu qui serait susceptible d'accueillir la vie, ou alors qui l'aurait accueilli par le passé. Et là, pour le coup, c'est pas encore gagné, parce que même s'il y a de l'eau, elle est trop froide pour être accueillante, et puis elle est même parfois beaucoup trop salée. Un peu comme Valentine. Ah non, c'était vraiment juste pour le goût de l'eau. Je remercie NordVPN d'être à nouveau le partenaire particulier de cette chaîne. Dans ma vie, il y a vraiment eu un avant et un après NordVPN. Avant j'étais, maintenant j'existe. NordVPN m'a vraiment apporté beaucoup d'argent, de sécurité dans mes transactions en ligne, plein de sécurité. NordVPN, c'est plus qu'un moyen de chiffrer mes données pour me permettre de surfer sur le net en toute sécurité. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie. D'ailleurs, comme disait Bergson et BHL avant lui, je rêve d'un VPN qui mette à l'abri à la fois la daronne et mes données internet derrière un tunnel de chiffrement dernière génération. NordVPN ne savait pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. En nous permettant de masquer notre adresse IP, ils nous empêchent de nous faire traquer par autrui et s'engagent aussi à ne pas collecter ni partager nos données personnelles. En plus, c'est très facile à utiliser. En un clic, on est protégé, et ce, sur jusqu'à 6 appareils simultanément. De cela, Bergson osait à peine rêver dans son prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science. Vous aussi, participez à la marche du progrès. Protégez-vous lors de vos promenades sur le net et rendez les plus grands philosophes d'hier fiers de vous. Vous disposez de 30 jours satisfaits ou remboursés, et grâce à mon lien nordvpn.com/sciences de comptoir à retrouver en description, profitez de 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans. 4 mois, c'est justement le temps qu'il a fallu à Schopenhauer pour voir s'écouler 122 jours. Coïncidence?
Alors n'attendez plus, précipitez-vous sur nordvpn.com/science de comptoir ou cliquez sur le lien en description pour pimper votre internet, il vous en remerciera. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs aujourd'hui. Si j'avais jamais voulu être chercheur un jour, j'aurais... Cette phrase commence si mal. Si j'avais voulu être chercheur, c'est un des domaines qui m'aurait un petit peu intéressé, sauf que flemme. Je trouve ça hyper cool quand même de pouvoir faire de la géologie sur une autre planète. Déjà que sur Terre c'est compliqué et pas toujours très accessible, hein. Mais là c'est carrément se mettre plein de bâtons dans les roues. Il n'y a pas moyen de prendre la prochaine navette pour aller taper sur un petit caillou et vous dire ah, je vous avais dit, c'est de l'argile, c'est pas possible. Ça passe forcément par de l'observation à distance, de la comparaison avec ce qu'on connaît sur Terre. Du coup bah faut bien connaître ce qu'il y a sur Terre aussi. Faut passer par des instruments compliqués, de l'imagerie, des mesures de permittivité que j'ai toujours rien compris, mais en plus on dépend de sondes, de rovers, du coup il y a plein de corps de métier qui sont impliqués, il faut qu'ils puissent survivre à l'espace, au transport et tout. Bref, c'est une grande aventure humaine. Et je suis ravie que pour cette grande aventure, Le Point Genius et 12 Parsecs m'aient fait l'honneur de participer à cet épisode un peu spécial. Je les remercie pour leur enthousiasme et leur bon goût. Si vous les connaissez pas, n'allez pas voir leur chaîne et préservez votre innocence. Même un petit dépôt là, je sais pas si vous voyez, comme le bon vin. Pourquoi Yann il a plus de texte que moi? Putain, mais ça se voit tellement que t'es amoureuse de Yann. Oh, comment ça me dégoûte quoi. Putain, après tout ce qu'on a vécu.